Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu particulier sur le off-season. Malheureusement, on a eu quelques petits soucis de caméra, donc on a décidé malgré tout de vous partager ce temps d'échange, bien que n'ayant plus les images, donc on vous laissera surtout avec la bande son. On a décidé dans cet échange d'aborder la question du off-season, de ce à quoi ça peut correspondre, également pour savoir si vous avez besoin de faire un off-season et si oui ou non, pour quelles raisons. On vous laisse apprécier ce temps d'échange et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, aujourd'hui, petite discussion avec Romain et Soulé. On voulait aborder la question du off-season, ce que ça veut dire, ce que ça peut être. Si vous avez intérêt à faire un off-season, si ça vous concerne. Si vous faites un off-season, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes avis sur ce que c'est, sur comment on peut faire. Donc, c'est un peu l'occasion de démystifier ça, d'expliquer aussi ce que nous, on entend dans notre pratique et avec nos athlètes pour le off-season. Pour vous, les gars, c'est quoi si on essaie de s'accorder peut-être sur une définition de base du off-season, comment on définit le off-season en force? Je parle en sport de force. Avant de commencer, je tiens à dire qu'on est un peu biaisé dans le sens où c'est la deuxième fois qu'on recorde la vidéo. La première fois, on a eu un petit problème d'enregistrement. Mais donc, voilà, on a laissé un peu de temps s'écouler entre les prises pour essayer de refaire quelque chose d'un peu naturel. Je me suis... Et deuxième disclaimer, j'ai la voix qui part un petit peu, donc vous m'excuserez aussi. Voilà. Le grand malade. Mais Ta voix, elle doit prendre un off-season, je crois. Je pense, ouais. Elle doit récupérer un peu. donc, ce qu'on avait dit, je me souviens, c'était que d'abord, on avait tendance à confondre un petit peu le off-season en force avec le off-season dans les autres sports. Et dans les autres sports, on parlait d'une période d'entraînement qui était fortement décontextualisée et qui, souvent, pour beaucoup d'athlètes professionnels, était aussi une grosse phase de récup pendant laquelle ils cherchaient à lever le pied et à mettre l'accent sur des qualités qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de travailler pendant leur saison régulière. Je me souviens qu'on avait pris l'exemple des basketteurs, par exemple, qui en NBA ont un rythme effréné. En tout cas, je me souviens que c'est l'exemple que j'ai en tête, avec parfois 2 voire 3 matchs par semaine, ce qui est quand même une fréquence hyper importante. Et je me souviens qu'on avait aussi dit qu'en force, les problématiques étaient un petit peu différentes. Ouais. En fait, on peut voir les choses d'une autre manière en force, parce que ce qu'on va chercher à travailler potentiellement sur le hors-saison, c'est-à-dire l'hypertrophie, renforcer les angles de casse, etc., les premiers trucs qui nous viennent à l'idée quand on parle de hors-saison, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler aussi tout au long de l'année, en fait. L'hypertrophie, on ne va pas gagner toute notre masse musculaire de la saison sur 2 3 mois de hors-saison. En fait, ça n'existe pas. Notre hypertrophie, on va l'avoir tout au long de la saison, y compris avec nos mouvements de compétition, y compris avec nos formats lourds. C'est quelque chose qui va se travailler petit à petit et sur le long terme. Donc dire qu'on fait hors saison pour travailler l'hypertrophie, ça perd tout son sens à partir du moment où on prend ça en compte. Ouais, c'est Ouais, sûr. ouais, mais j'allais ajouter là-dessus sur ce que dit Soulé que, en fait, c'est marrant de faire des off-season alors que parfois, tu n'as que 2 événements dans l'année. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu serais quasiment tout le temps off-season. Et un mois avant la comp, là, tu es on-season, je trouve. Enfin, c'est un peu. Il y a ce truc où on est sur un sport où on a peu d'échéances. Enfin, peu. On s'entend, hein, ça veut dire, même si tu fais 5-6 comptes, ok, il y en a 5-6, ça fait pas mal en F1. Mais on n'est pas sur un sport où tous les week-ends, il y a un événement. Donc, je veux dire, c'est difficile de dire, ok, je suis en off-season. Si, je sais pas, exemple tout bête, mais un athlète qui ferait juste les France, s'il dit qu'il est en off-season, ok, bah dans ce cas-là, il est en off-season 10 mois par an, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce que je suis pas persuadé, enfin, je trouve que ça peut être un peu simpliste de dire comme ça, voilà, là c'est off-season, là c'est on-season, si on les délimite, hein. Si on les nuance un peu, je pense que ça a du sens d'en parler, mais si on les délimite pas, enfin, je veux dire, si on les limite trop strictement, c'est un peu bizarre, je trouve, enfin, de mon point de vue. C'est ça. Puis du coup, ça pourrait potentiellement prendre son sens, en fait, cette période de récupération. Je me souviens, on en avait parlé aussi au niveau de l'aspect mental et de la charge mentale, en fait, de la saison de compétition. Donc, lorsqu'on enchaîne des préparations qui sont très intenses, très compliquées, dans lesquelles on est très investi, on fait beaucoup de sacrifices, etc., ça peut être bien de prendre un petit temps, pas forcément une longue période, mais entre une semaine et peut-être aller 2 blocs maximum si on est vraiment très, 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 très fatigué mentalement. Mais une période pour se ressourcer un petit peu, prendre du recul vis-à-vis de la pratique de compétition, etc., ça peut être bien, histoire de ne pas se brûler les ailes, en fait. Et dans ce cas-là, ce que vous entendez, les gars, par le off-season, disons, en force athlétique,
pour vous, ça n'a pas sa place, c'est ça? Ça veut dire que vous voulez dire que, par exemple, les problématiques qu'on a tendance à entendre, bon, je vous laisserai répondre sur chacune des problématiques, mais je sais que celle dont on entend souvent parler, c'est déjà la problématique d'hypertrophie. Donc la question est de se poser sur bon, est-ce qu'on va réussir à obtenir des résultats significatifs sur 2, 3, 4, 5 mois d'hypertrophie? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir faire une différence sur le long terme? Ensuite, il y a l'aspect récupération, donc autant physique que mental, après une saison sur laquelle on a pu enchaîner plusieurs prépas, parce qu'il y a aussi quelque chose que tu n'as pas dit, Roman, c'est que les prépas, elles peuvent s'enchaîner si on a tendance à faire des prépas de, je sais pas, 2, 3 mois, et que ça peut arriver qu'il y ait plusieurs échéances qui s'enchaînent. Donc, je prends l'exemple, par exemple, voyons un athlète France qui ferait, je sais pas, région, France, monde, Europe. Il va se retrouver avec une grosse période sur laquelle il va enchaîner un petit peu les compétitions et pas forcément avoir le temps qu'il aurait aimé pour pouvoir récupérer mentalement et physiquement entre les compétitions. Et donc, hypertrophie, récupération, est-ce que vous voyez une autre problématique qui pourrait être spécifique à… On avait parlé, si je me souviens bien, des blessures. Et pour le coup, on en était arrivé à la conclusion que il ne faut pas attendre le hors-saison avant de s'occuper d'une blessure, c'est totalement bête. Roman avait donné l'exemple de la chimiothérapie. Si on a un cancer, on va entamer le traitement directement, on ne va pas attendre 4 mois après. En fait, c'est un petit peu bête de se dire, OK, on va s'occuper de tous les petits bobos, etc., lorsqu'on sera loin des compétitions. Parce que déjà, dans un premier temps, la douleur et les blessures, ça inhibe la force. Donc, on ne va pas pouvoir exprimer notre plein potentiel de force. Et même si on fait une prépa plus aboutie, entre guillemets, sans s'occuper de nos blessures, on sera quand même moins performant le jour J que si on avait pris le temps de régler les petits bobos avant de monter sur le plateau. Ouais, et puis pour les blessures, moi je suis d'accord avec ça. Et surtout, moi je pense qu'il y a un truc, c'est que ta blessure, on sait que s'il y a une zone de casse qui revient souvent pour le même athlète, c'est pas un bloc qui va solutionner ça non plus. Il y a ce truc, tu ferais un bloc de off-season où en fait tu fais plus de SBD, mais tu te mets à avoir 36 000 guirlandes où tu te penches à droite, à gauche, en avant, en arrière, et hop, tu n'as plus ta blessure. Mais souvent, on se rend compte maintenant, à force, avec les athlètes qu'on coach, qu'en fait, la blessure, il y a souvent quelque chose qui s'est chronicisé, et c'est tout le temps la même zone qui va être une zone à risque à l'approche des compétitions, et il y aura un travail de fond dessus. On est sur des blessures souvent d'usure, et c'est pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre aussi ce truc de tout le temps. Je suis d'accord qu'on n'est pas, quand on vise le haut niveau, on met peut-être pas le curseur tout de suite sur la santé, ça je suis d'accord. Mais ça veut pas dire en fait que c'est normal d'avoir mal 6 mois par an pour ses prépas ou je sais pas quoi, et un mois de off-season orienté réhab fait tout disparaître. C'est pas vrai, c'est des choses qui n'existent pas. Et surtout, il y a un côté un peu pensée magique qui, je pense, peut aussi desservir l'athlète. C'est-à-dire, tu fais ton bloc de off-season et ton coach il t'a mis du split squat unilatéral tenu avec un bâton, du pull-off press, je sais pas, des tirages en tout genre, et en fait tu sors du bloc, tu as régressé parce que tu faisais plus suffisamment de comptes, tu as toujours mal partout, voire tu t'ennuies à l'entraînement, bah en fait tu as perdu un bloc en fait. Donc, Ouais, carrément. Et puis aussi, faut pas l'oublier, mais ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais les premiers leviers à actionner en cas de douleur ou de blessure, c'est le volume d'entraînement, l'intensité et la fréquence en fonction des mouvements de compétition et du stress total impliqué, on va dire. Mais du coup, si on attend, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de commencer à régler ces facteurs-là, la douleur elle a le temps de s'installer, la chronicité a le temps de s'installer, et on part d'une petite tendinite qui aurait pu être réglée en 1 ou 2 semaines de deload un petit peu précipité à une douleur qu'on va mettre 1 mois et demi à faire partir, et encore si on est chanceux, quoi. justement, le truc, c'est que souvent, le off-season, il est vu comme étant. En fait, je trouve que le off-season, c'est très marrant en fait, de le délimiter comme ça sur des calendriers, alors qu'en fait, on est de plus en plus dans des approches un peu réactives. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des douleurs, tu commences à avoir des gènes, bah, normalement, tu ne dois pas attendre une deadline, tu ne dois pas avoir une limite à partir de laquelle tu peux commencer à la traiter. Je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre de parler d'individualisation. Tout le monde en parle, je veux dire là-dessus, on est tous d'accord que la base d'un bon suivi, c'est l'individualisation. Mais individualiser, ça ne veut pas dire ok, t'as mal maintenant en prépa, mais t'inquiète, c'est normal. Le off-season va te sauver. Le off-season, si tu fais n'importe quoi, tu peux aussi te blesser en fait. Il y a pas, enfin, t'as pas un contour comme ça qui fait que si tu actes et que sur Insta tu as mis off-season, bah tu te blesses plus en fait. Il y a un truc, tu es immunisé, tu vas plus te blesser et tu peux plus être performant non plus. Il y a ce truc un peu où je trouve que le off-season c'est devenu un peu
le fourreau, en fait, dès qu'on sait pas quoi faire, on appelle ça du off-season. Dès que ça se passe pas bien maintenant, on parle du futur off-season. Je pense qu'il faut être précis sur pourquoi on fait off-season et si c'est le cas d'une blessure, en fait, si vous faites mal, ceux qui nous écoutent, s'ils se font mal et que c'est quelque chose qui traîne, bah traitez-le, en fait, traitez le problème de fond. J'ai envie de dire tout le temps, c'est comme l'hypertrophie, mais ça on sera amené à l'aborder, je pense. Mais Ce que j'allais te dire. on revient un peu à cette essence-là de. Là, par exemple, souvent, on prend l'exemple d'un off-season d'un athlète. Tu prenais l'exemple, Romain, mais d'un athlète qui fait France, monde, Europe. On pourrait même ajouter qu'il fait d'autres événements. Il fait le Silent Worker Meet, il fait universitaire et ainsi de suite. Mais concrètement, ça représente combien d'athlètes? C'est-à-dire que la plupart des gens, moi, je les entends parler off-season, on croirait qu'ils sont IFBB pro et qu'en fait, c'est le off-season. Non, mais je veux dire, à un moment, il faut être cohérent aussi. Quand on est un athlète qui est très débutant, est-ce qu'il faut copier un peu cette idée de off-season, de période off? Je trouve que ça va un peu vite parfois sur Ouais. cette terminologie, quoi. Alors, plusieurs choses. Déjà, vous avez parlé tout à l'heure de la réhab, de mettre en place des. Tu sais, tout à l'heure, tu avais dit Soulé, le phénomène magique d'essayer de se dire, OK, on enlève le SBD pendant le off-season et ça y est, on va pas se blesser. Je trouve qu'il y a quelque chose. Ah, ok, c'était Roman, pardon. Mais je dirais qu'il y a aussi un truc qui est un petit peu amusant là-dessus, c'est que finalement, le corps est une très bonne machine adaptative et souvent, il a tendance à se blesser sur des efforts sur lesquels il n'est pas forcément prêt. Et donc, justement, quelqu'un qui aurait tendance à faire énormément de SBD à l'année, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se blesser sur un mouvement de compétition, non, loin de là, mais simplement lui ajouter du stress élevé avec, je sais pas, par exemple, un très bon bencher, tu lui ajoutes du jour au lendemain des dips très lourdes, donc un mouvement sur lequel potentiellement il sera très fort sans avoir une technique perfectionnée parce qu'il n'aura pas travaillé le mouvement. Ça peut aussi être le billet en première classe pour se déchirer un pec, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. D'autant plus que, pareil, les exercices de réhab dont on a parlé tout à l'heure, tu parlais du pal-off press, etc. Ça, c'est des exercices qui ont plutôt une connotation réhab-gainage, mais il ne faut pas oublier que c'est des exercices d'hypertrophie aussi à la base. Et Ouais, puis, bien sûr. le fait d'avoir un petit stimulus pendant un mois, ça peut permettre de corriger certaines gènes, etc. Surtout si tu accélères un peu parce que tu fais une grosse fréquence, un gros volume dessus, etc. Mais ça reste des exercices d'hypertrophie. Si tu veux vraiment avoir des résultats significatifs, c'est des exercices qui convient de garder sur le long terme, d'avoir un volume, une intensité qui sont décents. Et encore une fois, c'est pas en le gardant 3 semaines, un mois ou même 2 mois que tu vas avoir des résultats significatifs sur la prévention des blessures, quoi. Ouais, mais justement, je veux réagir là-dessus parce qu'en fait, pour moi, il y a aussi quelque chose qui est juste du bon sens. 4 semaines dans un bloc, il fait donc 50, 100, 150, 200, et il fait ça pendant 3 mois. Donc, il fait 600 reps. On est d'accord? C'est pas du tirage 3 séries par semaine pendant 2 blocs qui vont compenser en fait tout le volume de poussée qu'il a pu faire. C'est qu'il y a souvent ce truc de il faut tirer et pousser autant l'un que l'autre. Mais je trouve que en fait, si tu calcules bêtement, c'est pas un mois de off-season qui va permettre de rétablir cet équilibre-là. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose de magique en mode ok, tu retires X fois dans l'autre sens et en fait, hop, ton épaule, elle va bien, quoi. Et je pense Il y a un truc. que de toute manière, ce concept-là en réhab, il est un petit peu dépassé aujourd'hui. Tu sais, on n'essaye plus de se dire, bon, forcément, c'est bien d'avoir un dos un petit peu musclé pour pouvoir équilibrer un peu l'épaule, etc. Mais il y avait ce truc, tu sais, le ratio magique ou faire 2 fois plus de tirage que de pousser. Bon, aujourd'hui, on sait que si tu as un problème à l'épaule, c'est que tu as peut-être un trop gros volume au bench ou alors tout simplement que tu es mal placé sur le banc. Ça peut aussi arriver. Hein, ça Ouais, ou si tu veux justement, si tu veux de la vraie variabilité de mouvement, bah fais, je sais pas, par exemple, un développé avec une protraction, fais travaille spécifiquement la rotation externe ou la rotation interne. Mais Yes. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'on aborde en fait ce qu'il ne faut pas faire dans un hors-saison déjà, même si dans notre paradigme à nous, on est arrivé à la conclusion que un hors-saison à proprement parler, c'était pas forcément utile et ça n'existait pas forcément. Si on devait faire un hors-saison, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Et je vais commencer, si ça vous va. Je voudrais juste nuancer un peu le propos pour dire qu'il n'y aurait pas un hors-saison comme on l'a entendu au début. Ça serait plus de ce qu'on a décrit, une phase de récupération peut-être physique et mentale, plutôt courte, parfois une semaine off après une compétition. Oui, mais j'ai dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc en soi, on peut très bien être dans un cas où. ouais, on peut donner des trucs. Tous les Bon, ce qu'il ne faut pas faire, et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je me permets de le dire. Rajouter 1 milliard de tirages, être RPE 10 sur toutes ces variations, voilà, mettre de l'intensité,
c'est maintenant qu'on construit, c'est maintenant qu'on fait de la viande, on prépare la saison prochaine, etc. Au final, on se retrouve à avoir un stress beaucoup plus important que pendant la saison. Et déjà, de une, on peut très mal réagir et se blesser ou avoir des gènes. Et de deux, c'est pas en étant RPE10 sur tous nos tirages qu'on va avoir l'hypertrophie de l'année. Donc, ça fait pas sens. Et c'est, j'ai pas envie de dire c'est bête, mais j'ai envie de dire c'est bête en même temps. Non, mais je suis d'accord avec toi, Soulé, aussi. Il y a un truc moi aussi que je donne souvent comme exemple, c'est tu as des athlètes qui vont s'entraîner plus difficilement hors saison qu'en on-season. Et en fait, ils se disent ah ouais, bah, super. En fait, ils se disent pas à un moment donné, si tu te rends compte que tu as plus progressé en off-season, c'est tout simplement que tu bossais plus dur. Et qu'en fait, ça devrait peut-être pas être ton off-season, en fait. Enfin, ça devrait peut-être se rapprocher de. En fait, ils voient ça comme, je vois ce que tu veux dire, ils voient ça comme un off-season dans le sens où c'est un peu plus décontextualisé, il y a plus de variété de mouvements, etc. Mais au sens du stimulus de force pur, c'est quelque chose qui est plus important. Je sais que on pourrait donner l'exemple aussi du squat, où moi je vois beaucoup de gens qui potentiellement se disent, bon, bah, c'est le off-season, c'est le moment de créer un peu plus de capacité de travail, etc. Parce que c'est aussi un thème qui revient. Et on se dit, bon, bah, on va pas forcément augmenter les séries, ou bon, ça pourrait être fait comme ça, mais je vois aussi beaucoup il faut allonger la durée des séries, tu sais. Au lieu Ouais, de passer un 4x5, on va passer sur un 4x8. Et souvent, en fait, quand tu arrives sur des RPE élevés sur ce genre de format, tu te retrouves avec un stimulus en force qui est incroyable parce que bah, c'est un très bon vecteur de force. Et en fait, bah, ce stimulus-là, il va être tellement, tellement énorme qu'en fait, si tu veux continuer à reprogresser par la suite, il va falloir en faire plus. Et si tu montes pas tes 4 séries et que tu restes sur ton 4x8 pendant ton hors-saison et que par exemple tu repasses sur un 4x5 ou quelque chose dans le style sur une période plus pré-compétitive, tu vas te retrouver avec un entraînement qui va être moins fructueux parce que bah, moins de stress, tout simplement moins de volume, etc. Et ça, c'est aussi, je pense, du coup, une grosse erreur parce qu'on voit ça comme ouais, hypertrophie sur le mouvement de compétition, hypertrophie spécifique, etc. Mais dans les faits, c'est un ouais, stimulus de force Ouais, qui. ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au développé couché notamment. ouais, ben, c'est exactement On, au coucher, on voit exactement. beaucoup d'athlètes qui stagnent un petit peu, qui galèrent un petit peu sur leur développé couché en pleine saison, parce qu'on va les forcer à faire du single, on va les forcer à faire des doublés, des triplés, etc. Et on va pas forcément aller chercher le volume nécessaire en fait pour les adaptations au développé couché, parce qu'il faut savoir que le développé couché en fait c'est un mouvement sur lequel on récupère vite, c'est un mouvement sur lequel on peut encaisser beaucoup, bien évidemment en fonction de notre amplitude. Donc au plus on va ponter, au moins on aura d'amplitude, au plus on pourra encaisser sur ce mouvement-là. Mais de manière générale, en fait, on peut envoyer ce qu'il faut sur le développé couché et on va rarement atteindre en fait le stimulus nécessaire à la progression en ayant des formats, des rep range assez courts. Donc il va falloir bosser sur des formats plus élevés en rep, mettre plus de séries, etc. Et concrètement, en fait, quand on pense à hors-saison, on pense à quoi? On pense à beaucoup de séries, beaucoup de répétitions. Et quand on parle de progression au développé couché, en fait, c'est quasiment impossible de dissocier beaucoup de répétitions, volume, etc., de la progression au développé couché. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi en tout cas, mais Ouais, ouais, mais c'est vraiment ce qui dissocie, ce qui diffère un petit peu le développé couché des autres mouvements de force athlétique. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de volume sur les autres mouvements, mais pour moi, le vecteur principal de progression sur le développé couché, ce sera le volume et le nombre de répétitions, etc. Ouais, et ouais, de manière générale, c'est quelque chose qui se vérifie assez bien dans le sens où le développé couché, c'est un mouvement qui se désentraîne assez vite, qui, en augmentant, je sais pas, même de 5 séries dans la semaine, tu peux déjà voir une différence notable au niveau de la force qui est ressentie. ouais. Je dirais aussi que, paradoxalement, le développé couché, c'est quand même un des mouvements sur lequel on voit le plus de performance qui est corrélée qui est corrélée à l'hypertrophie. Je Ah, mais m'explique. C'est-à-dire que c'est pas rare de voir enfin, c'est pas rare. Ça existe évidemment, mais de voir des deadlifters qui ont, je sais pas, 300 au terre et qui, tu vois, physiquement, ont pas forcément l'air extrêmement impressionnants, ça arrive aussi au squat. Or qu'au développé couché, tu vois, tu as beaucoup moins ce genre de choses. Tu vois, c'est ouais, ouais. d'être bon au développé couché en étant vraiment très fin. Et c'est même assez fréquent de voir des athlètes au début de leur carrière qui, parfois, ont un manque de musculature, tu sais, sur le haut du corps, qui se retrouvent assez bons au squat, assez bons au soulevé de terre et qui finalement ont beaucoup de mal au développé couché parce que, oui, mais tu vois, t'es pas le Ah, seul. mais c'est clairement, mais Non, mais clairement, moi aussi, clairement, au début, c'était ça, hein. mais Ouais, clairement. Mais il y a un truc, justement, moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que le off-season, moi, j'ai vu deux tendances. J'ai vu celle que vous décrivez sur le fait que le bench, il progresse bien. Donc, dans ce cas-là, apprenez quelque chose de ce off-season, de peut-être plus bencher, avoir plus d'hypertrophie du corps.
Et souvent, moi, je vois que le dead, il avance pas des masses en off-season. Parce que souvent, on va rajouter des extensions lombaires, du good morning, du SLDL, du RDL, tout ce qu'on veut. Et en fait, parfois, je pense qu'il y a parfois un peu un surdosage en fait sur cette zone-là. Ouais. Et ça, je pense que ça peut être un peu problématique en fait. Ce que je voulais dire, c'est que tu vois, dans l'exemple que tu as donné, le bench et le soulevé de terre, c'est un petit peu les mouvements opposés, tu sais. Moi, je prends toujours l'exemple du taper parce que je trouve que c'est celui qui est le plus parlant. Sur un taper, tu peux te permettre d'avoir un volume qui est extrêmement bas au soulevé de terre et généralement, d'ailleurs, ça réagit assez bien parce que bah, tu limites énormément la fatigue. C'est un mouvement qui crée énormément de fatigue et qui se désentraîne peu. Et le bench, c'est quasiment l'opposé, l'exact opposé. Et je pense qu'il y a aussi ce truc du coup de peut-être tu peux arriver beaucoup plus rapidement à en faire trop soulever de terre si tu vois, tu as déjà l'habitude de faire, je sais pas, disons 12 séries ou soulever de terre, ce qui peut à la fois paraître costaud et pas énorme, alors que au bench, je sais pas, tu peux passer pour prendre des exemples extrêmes, tu peux progresser avec 15 comme tu peux progresser avec 30. Et tu vois, entre les deux, il y a un gros delta, quoi. Tu vois, si tu rajoutes 5 ou que tu enlèves 5 séries, bah, tu te retrouves sur quelque chose qui est beaucoup moins important en termes de pourcentage que si, par exemple, tu passes de 12 à 18 ou de 12 à 6, tu vois. Ouais, complètement. Mais je pense que justement, le off-season, si on veut en avoir un, et parce que c'est justifié, parce que ça a du sens, c'est bien, ça doit être sans doute la période qui est la plus individualisée, je pense. Je pense que c'est une période, en fait, où si on pense off-season égale hypertrophie, faire les choses les plus exotiques possibles, alors c'est pas un bon off-season pour soi. C'est que je pense qu'un bon off-season, c'est quelque chose qui répond très précisément à ce que l'athlète a besoin de faire. Et je pense que c'est là qu'on voit vraiment l'individualisation. Si le off-season, ça devient SBD en série de 8 à 12, plus tirage, plus faire les bras et 2-3 guirlandes, bah en fait, vous faites pas de off-season, en fait, je sais même pas ce qu'on fait en fait. Moi, Ouais. je pense que. Mais juste, je voulais revenir. En fait, vu que nous, de manière générale, on n'est pas trop hors saison, on va pas se mentir, le fait que tu dises que c'est la période où il faut le plus individualiser, ça me titille un peu. Non, mais ce Euh, que je veux dire, c'est que si quelqu'un dans son paradigme, il y a des on-season, des off-season, je pense que justement, le off-season, il faut qu'il se rapproche le plus de ce que l'athlète. Enfin, de quelque chose qui va faire progresser l'athlète en fonction de ses besoins. Parce que si tu fais un off-season qui se résume à être l'inverse de ton on-season, tu vas perdre 6 mois en fait. Parce oui, c'est que sûr. t'as Mais pas. après, l'inverse est vrai aussi. Si tu fais juste l'inverse de ton hors-saison, mais en saison, Ouais, bien sûr. Ben, je pense que on pourrait résumer les choses de cette manière, c'est que le hors-saison, c'est une période qui doit combler les lacunes de la saison régulière. Donc, encore une fois, l'idéal, c'est de pouvoir réussir à tout faire en même temps, donc se soucier de ces blessures, de l'usure qu'on peut avoir, réussir à progresser sur différents formats, avoir un volume suffisant pour réussir à driver de l'hypertrophie. Et si jamais, pour une raison X ou Y, pendant la saison, on n'a pas réussi à combler un de ces facteurs-là, se dire à ce moment-là, peut-être que pendant quelques temps, on va essayer de se concentrer un peu plus sur justement un de ces paramètres qu'on a délaissés, quoi. Bah, moi, je pense qu'il y a deux choses aussi. Moi, le off-season, je pense qu'il y a deux sujets qu'il faut qu'on aborde. C'est la question de l'hypertrophie. Parce que pour moi, quand on dit off-season en FA, moi, j'ai l'impression que c'est hypertrophie, quoi. Alors, en fait, ça, d'un coup, on peut. Enfin, ça, je pense que c'est un truc, il faut qu'on en parle. Parce que c'est quand même un truc qui est un peu problématique, je pense, de se dire, OK, un athlète qui serait débutant et qui limiterait son hypertrophie à du off-season, c'est-à-dire 3 ou 4 mois dans l'année ou même 5 mois, en fait, il passe à côté de la moitié de ses gains le reste de l'année, je pense très clairement. Et je pense que off-season, si on doit en faire un aussi, ça peut être l'occasion de tester des nouvelles choses. C'est-à-dire, ça peut être l'occasion de tester des formats. Mais dans ce cas-là, c'est pas un off-season classique, c'est plus un peu à la RTS, un bloc d'exploration, quoi. C'est-à-dire, on dit à son athlète, OK, bon, écoute, tu as fait une bonne saison ou une mauvaise saison, peu importe. Moi, j'ai des intuitions, il y a des choses que j'ai repérées. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye? Et vu qu'on est loin d'une échéance, ça peut être l'occasion d'accepter peut-être, je dis pas une stagnation, mais d'accepter peut-être un progrès incertain. Et je pense qu'en fait, cette piste-là, elle est trop peu exploitée, très clairement. Je pense que ça peut être, si c'est bien fait, moi je pense que le off-season peut être aussi un bon bloc d'exploration ou des blocs d'exploration en changeant des variables. Je sais pas, quelqu'un qui tire en semi-sumo qui voudrait tester un sumo un peu plus large ou quelqu'un qui tire
je sais pas, ou un exemple tout bête, hein, mais quelqu'un qui fait du high bar qui va switcher vers du low bar, par exemple. Mais je pense qu'il faut. On peut peut-être commencer par l'hypertrophie parce que je pense que le off-season et se dire, OK, je peux faire de l'hypertrophie que sur des off-season, moi je pense que c'est ce qui explique aussi qu'on a aussi autant d'athlètes qui sont pas musclés en fait. Bah, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais je vais être beaucoup plus direct, beaucoup plus, je vais aller droit au but. Euh, Il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, un homme sur sa première année de musculation, s'il a un bon potentiel génétique, en tout cas qui fait les choses bien, il va pouvoir gagner environ 10 kilos de muscle. La deuxième année, 5 kilos. Bon, évidemment, c'est des estimations, c'est des moyennes, donc il y a toujours du plus, il y a toujours du moins. Mais disons que ce potentiel de gain, il a tendance à réduire au fur et à mesure des années. Globalement, quelqu'un qui s'entraîne, je ne sais pas, depuis plus de 5 ans en musculation, ou en tout cas tout ce qui touche au développement physique de manière assez sérieuse, c'est-à-dire avec une récupération, un volume adapté, etc., les gains qu'il va pouvoir faire sont extrêmement réduits. Donc, si en plus de ça, ces gains, il les divise sur je sais pas, 2, 3, 4 mois, donc ça veut dire qu'il alloue que cette période-là l'hypertrophie et que sur tout le reste de l'année, il fait plus du tout d'hypertrophie, bon, bah déjà, en 3, 4 mois, il va pas avoir le temps de construire grand-chose. Et en plus, il y a fort à parier que sur le reste de l'année, il perd quasiment les adaptations qu'il a essayé de mettre en place. Donc ça, pour moi, c'est une première chose. Je pense que Souley sera d'accord avec moi, je le vois hocher de la tête, je pense que pas grand-chose à rajouter. Et pour le deuxième élément que tu as donné, pour ce qui était d'explorer de nouvelles variables, tu sais, d'aller vers quelque chose qui est un peu plus incertain, je pense que c'est quelque chose qui s'y prête beaucoup plus, effectivement, dans ce que tu l'as dit, la mouvance Emerging Strategies. Je pense que dans une périodisation par bloc, où tu vas avoir tendance à avoir des variables qui sont assez similaires d'un moment à l'autre. Le bloc d'exploration, si je le comprends bien, ça serait tenter de faire des choses qui sont complètement différentes. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être une perte de temps dans le sens où bah, tu as l'impression que tu repars un peu d'une feuille blanche. Tu sais, en fait, tu as déjà une idée des variables qui fonctionnent. Et bon, en principe, si tu fais bien les choses, tu as quand même une progression qui tient la route. Et je pense que, en tout cas, c'est mon opinion, tu vois. Je pense que c'est prendre un peu trop de risques par rapport à. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu es loin des compétitions que tu n'as pas envie de progresser, tu vois. Non, Et, je suis d'accord, je suis d'accord. et donc, effectivement, en période pré-compétitive, tu vas chercher à maximiser tes chances de performer. Mais si tu peux progresser tout au long de l'année, ça sera toujours plus intéressant. Par exemple, si tu arrives à prendre 5 kilos par mois pendant 6 mois, bon, ça sera une excellente progression. Mais si tu arrives à prendre 5 kilos par mois pendant 6 mois, ça sera plus intéressant que si tu arrives à, tu vois, tu fais 4 mois d'off-season sur lesquels tu tentes. Parfois, tu vas prendre 5 kilos, parfois, tu vas peut-être en perdre 2 ou alors en prendre 10, peu importe. Mais Ouais. c'est jouer à la roulette russe. Et je pense que jouer la sûreté et rester concentré sur quelque chose qui fonctionne, euh, c'est à mon sens la meilleure manière de progresser, en tout cas sur le long terme. Parce qu'à court terme, Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a le truc aussi de, t'as certains athlètes qui sont tellement avancés que parfois, il faut un peu jouer à la roulette russe. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est que tu as des athlètes aussi, tu peux tester la même chose et tu te rends compte qu'ils vont gagner. Mais tu vois, parfois des athlètes, ils affichent le même total il y a 2 ans et maintenant, et ils refont la même chose. C'est parfois, et tu te dis, mais il faudrait tester peut-être quelque chose un peu nouveau. Et je pense que le moment où on peut tester ça, c'est un peu le off-season, entre guillemets. Mais je sais pas, je vais prendre un exemple classique, mais à chaque fois que tu prépares ta comp, ton terre réagit mal parce qu'il y a trop de volume ou tu récupères pas, tu n'arrives pas à performer sur ton terre. Bah, c'est peut-être un moment pour essayer, je sais pas, de travailler qu'avec des singles ou faire des clusters ou enfin réduire la fatigue intra-set par exemple ou quelque chose comme ça. Mais euh, je pense que voilà, je pense que si l'off-season c'est simplement de l'hypertrophie, en fait faire la même chose que d'habitude, rallonger les séries, bah en fait on répond pas vraiment à ce que c'est un off-season et perdez pas votre temps en fait de manière générale. Juste, je voulais revenir sur la phase de stagnation pour les athlètes avancés, donc comme tu l'as dit, qui affichent le même total à 2 ans d'intervalle. Je pense que oui, ça peut être une bonne chose en fait de faire un bloc d'exploration, comme tu l'as dit, où on teste un petit peu de nouvelles choses, etc. Dans ce cas-là, ça peut faire sens. Mais aussi, moi, j'aime bien voir les choses un petit peu au niveau de l'école de Helms, etc. Donc, on a un athlète, il a besoin de telle quantité de volume ou de stress, etc. Et en fait, plus on va évoluer en termes de niveau, plus on va avoir besoin d'une grosse quantité de volume ou de stress en fonction de comment vous voyez les choses pour progresser. Et sauf que si on ne prend pas le temps de build up la capacité de travail entre-temps, on va arriver à un point où le volume qu'on doit encaisser pour pouvoir progresser est bien au-dessus de notre capacité de travail.
Donc, quelque chose d'intéressant qui pourrait être bien à faire pour ce genre d'athlète-là, c'est prendre un petit pas en arrière, construire la capacité de travail sur, je sais pas, entre 1 et 3 mois, où vraiment on va chercher à améliorer la capacité de travail, donc la capacité de récupération sur le squat bench terre, mais aussi pourquoi pas avoir un petit peu de conditioning, etc., pour mieux récupérer entre les séries. Ça peut être vachement intéressant. Et derrière, on va pouvoir en fait aller chercher le niveau de stress et ce volume nécessaire à la progression. Et donc, oui, un bloc d'exploration, pourquoi pas. Mais après, je pense qu'on peut rester aussi sur du basico-basique et chercher à travailler les fondamentaux, en fait. J'aimerais juste soulever que tu puisses aussi définir enfin, expliquer en fait comment est-ce que tu aurais tendance à augmenter cette capacité de travail. Parce que tu sais, de la manière dont on l'a expliqué, je pense que si tu définis pas une technique assez classique, même qui reste très théorique, tu vois, c'est difficile à mettre en exergue quand on a dit par exemple que faire du off-season, c'était pas allonger la durée des séries, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. je te laisse répondre. Améliorer sa capacité de travail sur les mouvements de compétition, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait à augmenter le volume progressivement, que ce soit en nombre de répétitions sur un format donné, donc c'est-à-dire passer d'un 3x6 à un 4x8 sur plusieurs semaines, donc on va ajouter une rep, puis une série, etc. On peut rester sur la même charge ou augmenter légèrement, mais en fait l'objectif ça va être de partir d'un format de base, donc je vais dire une bêtise, mais 3x6 à 200 au squat en début de bloc. Et 5 ou 6 semaines plus tard, si on arrive à aller, par exemple, chercher un 5x7 ou un 5x8 à la même charge, même si au début, en termes d'intensité, on était pas mal, on était sur un RPE 6-7, en fait, le fait d'ajouter des séries, ça va pas rendre l'intensité plus haute. Si on a un niveau de préparation qui est à peu près OK, en fait, qu'on fasse 3 séries ou 5 séries ou 6 séries, à peu près, chaque série va passer plus ou moins au même RPE, à un RPE près, on va dire. Mais c'est le fait d'ajouter ces séries et d'ajouter parfois aussi ces reps, mais moi j'aime un petit peu moins. J'aime bien le faire en rajoutant des séries. C'est ces séries en plus qui vont nous permettre en fait d'aller chercher des adaptations en plus quand on va pouvoir récupérer entre nos séances. Et c'est ça qui va faire que par exemple, en début de bloc, on va être un petit peu essoufflé à la fin de notre première série de 6 ou à la fin de notre deuxième. Et en fin de bloc, lorsqu'on va avoir notre 5x6 ou notre 5x7, bah en fait, à la première série, on va être vraiment bien. On va avoir un rythme de respiration qui est vraiment calme. Je ne dis pas qu'on transpire pas ni rien, ça reste des séries assez longues, assez intenses. Mais on va beaucoup mieux encaisser en fait le volume de travail qu'on doit encaisser. Et c'est aussi ça qui fait que bah, d'une série à l'autre, on va pouvoir respirer plus calmement, on va être moins dans un état de stress global, etc. Et on va mieux récupérer d'une série à l'autre. Et du coup, bah, pour la série d'après, on va arriver plus frais, donc on sera mieux pour la série d'après. En fait, c'est un cercle vertueux et c'est carrément un cercle vicieux si on ne prend pas le temps de travailler ça parce que on va chercher à faire notre série de 6, on va arriver, on va être RPE 5-6 en termes d'intensité, mais notre cardio, il va lâcher, on va être complètement essoufflé, etc. Et on va commencer notre série d'après, on aura un petit peu la nausée, on sera toujours essoufflé et tout. Du coup, la qualité de la série d'après, elle sera pas ouf. Et en fait, ça diminue le rendement global des séances. Alors que si on prend le temps de construire un petit peu sur des périodes, je ne vais pas dire des périodes off, mais des périodes où on peut se permettre tout simplement de construire cette capacité de travail, ça peut être intéressant pour pouvoir derrière créer un élan et aller chercher ce qu'il faut aller chercher pour le reste de la saison, quoi. Ouais, c'est d'aller chercher. Ouais, Romain, je complète juste ce que dit Souley. Moi, je vois ça un peu comme le fait d'augmenter sa capacité de travail. C'est que tu es d'accord potentiellement de ne pas aller chercher des PR absolus en termes de charge, mais pour aller accumuler plus de quantité de travail au final. Et je pense qu'un bon indicateur, nous en tout cas, je sais que c'est comme ça qu'on le mesure, mais le RPE de la première et de la dernière série. Si tu vois qu'il y a, je sais pas, un demi-point d'écart ou un point d'écart, alors que la personne elle a fait 5 ou 6 séries, on est quand même sur un niveau de préparation qui est pas mal. Mais si Ouais. tu vois un athlète qui fait une série, je sais pas, 5, il fait 2 séries après, puis il est RPE 10, il y a en tout cas, je trouve, un indicateur de quelque chose à travailler de ce côté-là. Ouais. Alors, je dirais pour clôturer, enfin, pour résumer un peu ce que Soula a dit, c'est que globalement, augmenter la capacité de travail, c'est tout simplement permettre à son corps d'en faire plus. Et c'est pas forcément plus en termes d'intensité, parce que bon, tu l'as dit aussi, t'étais pas forcément fan de rajouter des reps au sein d'une série. Et je trouve que ça s'explique assez logiquement, parce que souvent, pour des athlètes qui ont tendance à être plus avancés, c'est beaucoup plus difficile d'ajouter une rep sans augmenter le RPE, tu vois, sans augmenter l'intensité absolue, alors que faire comment rajouter une série, c'est beaucoup plus faisable. Et par rapport à ce que tu as dit, Roman, c'était quoi?
Ouais, je disais de vérifier un peu le niveau de préparation en Oui. fonction du RPE première série et RPE dernière série, quoi. J'allais dire ça effectivement, c'est un bon indicateur. Après, il y a aussi des limites, hein, forcément, de toute façon, comme toute méthodologie, c'est-à-dire que ça va aussi énormément dépendre du niveau technique. Mais le fait de travailler peut-être un peu plus léger avec plus de volume, ça peut aussi permettre de renforcer un pattern et en tout cas d'habituer le corps ouais, à renforcer ce schéma moteur et à l'imprimer plus facilement. Mais il faut pas non plus tomber dans le piège de se dire, OK, bon, il y a 3 séries, elle augmente, le RPE augmente de 4 d'une série à l'autre. Bon, il faut aussi avoir l'œil visuellement et se dire, bon, si la barre part en zigzag, c'est peut-être aussi que Ouais, bien sûr. problème au niveau de la technique plus que de la capacité de travail, même si les deux peuvent Ouais, être liés, bien sûr. et Ouais, juste, je voulais revenir sur la période, entre guillemets, sur laquelle on peut travailler la capacité de travail et chercher à l'améliorer. C'est pas vraiment loin des compétitions ou quoi que ce soit. En fait, ça pourrait carrément être un bloc d'introduction à votre préparation à une compétition. On imagine, vous avez une compétition dans, allez, disons, 12 semaines. Le premier bloc, ça peut être très bien un bloc où on va chercher comme ça à augmenter le volume, à augmenter la capacité de travail pour pouvoir derrière enchaîner sur un picking productif. Donc, avoir un bloc qui se termine à 8 semaines d'une échéance et qui avait pour but d'augmenter la capacité de travail, c'est pas affolant du tout. Alors que dans notre définition de hors-saison ou dans la définition générale de hors-saison, en général, on dit qu'à 12 semaines d'une échéance, on n'est plus du tout en hors-saison, alors qu'au final, dans les faits, on peut potentiellement appliquer des aspects similaires, quoi. Ouais, c'est ça. Après, en fait, c'est marrant parce que sur le papier, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Bon, par rapport, du coup, à un hors-saison qui serait. Bah, du coup, c'était plutôt théorique parce qu'on parlait pas forcément de notre utilisation de la chose, mais c'est plutôt de ce qu'on a tendance à entendre. Et effectivement, le fait d'augmenter le volume, ou en tout cas d'avoir plus de volume, de chercher à construire cette capacité de volume, ça peut très bien être en vue d'une nouvelle saison, comme ça peut être en vue d'une échéance proche. Parce que de toute façon, quand on prépare une compétition, quand on essaye d'augmenter les niveaux de fatigue, ça peut passer par l'intensité, mais généralement, c'est quand même préférable de le faire par le volume, quoi. bah, c'est un peu plus certain de pic, enfin de créer un effet de surcompensation avec le volume qu'avec l'intensité. Ça, c'est un truc. Pico single, ça existe que dans le monde des bisounours, de toute manière. Ouais, c'est quand même assez rare d'arriver à générer suffisamment de fatigue si tu fais un 2 x 1, quoi. Je veux dire, Ouais. tu t'entraînes Même imaginons, même si tu fais un 5x1 ou un 6x1, déjà, ce que je vois jamais sur une programmation, c'est pas avec ça qu'on va pique, encore une fois. Ouais, après, le truc, c'est que je pense qu'il y a aussi un groupe. Bon, là, pour le coup, on dévie un peu du sujet, donc on va essayer d'y revenir juste après, mais je dirais le fait aussi de faire plusieurs singles, surtout qui sont assez lourds, c'est parce que c'est des hauts pourcentages et tu vois, tu as tendance à laisser un influx nerveux qui est assez important là-dessus. Et du coup, tu as une sensation, tu sais, à l'instant T, de te sentir vraiment très fatigué, alors que dans les faits, c'est peut-être pas comme ça que tu vas avoir. Après, c'est un indice. C'est pas de la fatigue métabolique, c'est la fatigue métabolique qu'on cherche à avoir pendant un picking, mais on dévie, comme tu l'as dit. Ouais, il n'y a pas que ça, mais résumé, je suis assez d'accord. C'est assez simplifié. Ouais, mais je pense qu'on peut finir peut-être juste sur le. Moi, je pense que c'est un truc, c'est un peu une bouteille à la mer, mais pour les athlètes débutants, intermédiaires, vous n'êtes pas assez musclé pour limiter. Non, mais pour limiter votre travail d'hypertrophie à du off-season. C'est pas. Encore une fois, on est partisan, je pense, de maximiser ses ressources sur ce qui compte. Donc, si vous êtes powerlifter, du SBD. Ouais. Mais du SBD, c'est déjà de l'hypertrophie si vous faites des formats intéressants, déjà première chose. Et c'est pas le fait de rajouter un développé couché halter dans la semaine qui va vous amener à la saturation ou au surentraînement. Je veux dire, faut pas tomber dans ces extrêmes en mode, ok, le SBD fait l'hypertrophie, donc on va pouvoir faire que du SBD et il n'y aura pas de problème. Mais faut pas tomber non plus dans le truc où on a une séance qui fait 12 exercices avec 4 tirages poulies, un truc où on finit en canard, plié sur le côté, à tirer dans tous les sens. Enfin, dépensez bien vos ressources et surcharge progressive sur les mouvements d'assistance tout bêtement sur des formats intéressants et c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, Là, c'est un plat traqué, parce que quand tu doubles ou que tu triples l'assistance d'un coup, c'est difficile d'établir des bases saines. Et je dirais même aussi, il y a un truc, c'est que tu as dit, c'est intéressant, c'est que tu as dit le fait d'allonger les formats sur le off-season au sein d'une série, etc. Bon, forcément, le fait d'avoir plus de volume, si on allonge uniquement le nombre de reps au sein d'une série et qu'on diminue pas le nombre de séries, parce que sinon, on se retrouve avec un volume équivalent, c'est que l'hypertrophie, elle est aussi drivée par un volume suffisant avec une certaine proximité de l'échec. C'est-à-dire que tu peux aussi bien construire du muscle sur des x5 que sur des séries de 20. Donc après, forcément, il y a des mouvements qui s'y prêtent moins parce que si vous faites du squat sur x20,
Concrètement, il y a des chances que vous finissiez asphyxié et que la technique se dégrade fortement après 10 reps. Mais de l'hypertrophie sur, je sais pas, 6, 7 fois 5 à un RPE plutôt modéré pour pouvoir le tenir, c'est complètement entendable aussi, quoi. Ouais, et puis il y a aussi un autre truc que je veux ajouter, mais ça c'est un peu plus controversé, mais enfin c'est un peu plus controversé. C'est que j'ai l'impression que si on dit ça, il y a un peu un souci de dire ça, mais on est sur un sport de technicien, on est sur un sport précis, donc faites du bodybuilding spécifique. C'est-à-dire que il y a ce truc aussi de si le off-season c'est parce qu'on est des body frustrés, dans ce cas-là faites du body, mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, sur le off-season, je dis pas qu'il faut pas absolument jamais faire les mollets, mais si tu as 15 ou 20 minutes dans ta séance pour faire quelque chose un peu sur le off-season, un peu orienté hypertrophie ou quoi, j'irai peut-être pas faire les mollets. Enfin, Romain va pas aimer parce qu'il va me dire il faut faire les mollets, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on voit des gars qui terminent en fait le bloc de off-season se transforme en étant 3 séries de bench et après il va y avoir du spider curl, du curl incliné, du curl Zotman, du curl marteau et en fait tu dis mais attends, ton bench il avance pas, peut-être que ce serait peut-être plus intéressant de mettre un coucher halter, de mettre une chest press, de mettre des pompes déficit, enfin j'en sais rien, tu mets ce que tu veux, mais Ouais, mais après, on va te dire, oui, mais le biceps, il a un rôle de stabilisation de l'épaule, c'est peut-être ça ouais. qui fait stagner mon bench, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, tu demandes à l'athlète combien il fait, je sais pas, même au bench fit up ou quoi, et il est à 10 fois 60, tu vois. T'es là, il Du y a curl peut-être des. Zotman. Non, mais tu vois, il y a des priorités, quoi. Je veux dire. Non, mais, tu vois, il y a ce truc un peu où je pense qu'il faut arrêter de tomber tout le temps dans les. En fait, j'ai l'impression que quand on parle d'off-season, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans de la caricature, quoi. C'est. T'arrêtes de faire du SBD, mais tu te mets à faire du no sleeves, no belt. En fait, il faudrait être le plus éloigné possible. C'est-à-dire que il y a certains, le off-season, j'ai l'impression que c'est. Ils vont arrêter le power, ils vont faire de la natation, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut s'éloigner si on en a besoin, je suis d'accord, mais ça ne doit pas devenir s'éloigner pour s'éloigner. Ça doit être s'éloigner si c'est nécessaire. Et si on s'éloigne, c'est parce on a la conviction que l'axe sur lequel on va travailler va être bénéfique pour l'athlète. Et notamment sur le versant hypertrophie, à un moment donné, arrêtez de vous mentir sur le off-season. C'est pas le fait de faire du leg curl. Je sais pas, qu'est-ce que je vois parfois comme absurdité, mais Non, mais les, l'idée, c'est pas aussi de dire que le fait de faire un leg curl dans un programme de force, c'est absurde, hein, c'est pas ça l'idée. non, 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 bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le fait de faire un leg curl, de faire. Mais moi, je prends l'exemple d'un curl Zotman, mais. Non, mais je veux dire, on est sur. Non, mais on est sur un sport de. On est quand même sur un sport qui est quand même, en termes de ressources, qui prend quand même beaucoup. Tu fais, je sais pas, tu fais un 5x7 au squat. Derrière, j'ai pas envie d'aller manger des fentes marchées, du split squat, du hack squat, du leg curl. Et en fait, ça devient la séance jambes du bro musculation avec un 5x7 avant. Et dans ce cas-là, on n'est pas sur un off-season, on est juste sur du n'importe quoi. Et non, mais désolé, là, je suis en roue libre, Il là, devient. je suis parti. Je suis parti, mais je veux dire, je pense qu'il faut arrêter de faire des choses aussi, arrêter de faire des caricatures, quoi. C'est Si on fait du off-season, c'est pas la foire à la saucisse, et si on fait un pic, c'est pas que du SBD. Je veux dire, à un moment, faut, on dit les termes. Non, mais en fait, c'est ça. Je pense que tout l'idée de la discussion, c'est là, c'est qu'en fait, quel que soit le domaine, il faut essayer de garder un petit peu de mesure et peut-être pas avoir de caricature sur chaque période ou sur même chaque idée qu'on a. Essayer de garder de la nuance. Encore une fois, ouais, les choses sont pas manichéennes. Non, C'est pas parce que sur une période votre objectif shift que votre training log il doit se transformer en le programme de Christopher Bumstead, tu vois. non, mais c'est ça. Et surtout que, en fait, l'objectif, il shift, mais pas vraiment. C'est-à-dire que Oui, oui, le, c'est ça. le but, le but, le On but garde sur le d'une prog, c'est quoi? C'est de devenir plus fort. Si pour vous, le but, c'est d'être le plus massif, le plus solide possible, bah faites du prenez une body, année, en fait. ouais, prenez une année off. Prenez l'année off, orientez-vous plus vers du body. Les outils qu'on utilise en FA sont des outils qui permettent de faire progresser le total. Et ça, je sais que c'est un truc qui va. Parce qu'on va dire oui, mais l'hypertrophie, c'est important pour le total. On est tous d'accord là-dessus. Mais quand l'hypertrophie devient une fin en soi et qu'elle ne se transfère pas sur le total à la compète, bah, c'est pas le même sport. Ouais. Sinon, en fait, on verrait les bodies qui font 8 exercices jambes, bah, en fait, ils squatteraient tous 300 en série. Et on voit bien dans les salles de sport que c'est pas ce qu'on observe. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu mal compris là-dedans, c'est que, bon, forcément, si vous allez à une compétition de force de haut niveau, on est tous d'accord là-dedans, tu vas voir que des athlètes qui sont hyper tankés, tu vois.
Bien sûr. Mais l'hypertrophie, c'est pas le seul facteur de progression parce que l'hypertrophie seule ne permet pas à un athlète d'être fort. Il y a des composantes nerveuses, des composantes techniques, de spécialisation sur un mouvement, etc., qui permettent également de comparer, enfin de gagner en force tout simplement. Et encore une fois, on n'est pas jugé sur le physique, on est jugé sur les perfs. Et donc, il faut essayer d'optimiser les différents aspects du mieux qu'on le peut. Mais ça ne veut pas dire, shifter, faire que de la technique, faire que de l'hypertrophie, faire que du ça. Le but, c'est d'essayer de réunir ces variables et de réussir à tout faire en même temps, quoi. Ouais, et puis il faut amener un peu de la nuance parce que j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, il faut être drastique et on peut pas avoir des avis un peu nuancés, quoi. C'est-à-dire, c'est soit on fait pas du tout d'hypertrophie l'année, soit on en fait à fond enfin, soit il y a jamais ce truc un peu de la juste mesure. Et moi, il y a un exemple que j'avais envie d'utiliser. Un exemple moi, où vraiment ma vision du off-season, elle a changé, mais aussi radicalement. C'est avec les athlètes de street, en fait. Il vient de dire qu'il fallait avoir de la nuance et il dit ma Non, vision. non, mais justement, un truc sur lequel, justement, j'ai trouvé qu'il y avait des pistes que j'avais pas vues en F1 qui étaient discutées, c'était chez les athlètes de street. Parce que les athlètes de street, par exemple, enfin, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais leurs mouvements, vu que c'est des mouvements sur lesquels il y a toujours une grande amplitude, je prends l'exemple des dips, hein, mais on a un étirement qui est quand même, enfin, tu peux optimiser tes dips comme tu veux, tu vas pouvoir moins les optimiser qu'un bench avec un énorme pontage. Ça, je veux dire, à un moment donné, mécaniquement, il y a un truc qui ne s'optimise pas de la même manière. Et donc, j'imaginerais pas sur un off-season d'un street lifter lui dire ok, attends, stop, tu fais plus de dips, tu fais plus de traction, tu vas te mettre à faire du floor press et tu vas te mettre à faire, je sais pas, du pullover. Et on se poserait pas la question en fait, on se dirait d'accord, on peut peut-être changer les formats, mais il faudrait qu'il reste suffisamment spécifique. Et j'ai l'impression qu'en FA, quand on a des barres un peu exotiques, quand on a des chaînes, quand on a tout ce qu'on veut, bah, en fait, on peut se permettre de le faire. Aïe, 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 ça dérape. Et tu vas nous parler du tempo pin squat. Non, mais je veux dire, je prends un exemple, je veux vraiment juste un exemple tout bête, mais je vois des athlètes en mode en off-season, tu peux faire des élévations latérales, tu peux faire 10 séries, c'est justifié parce que c'est l'off-season. Concrètement, faire des élévations latérales, ça peut augmenter effectivement, je veux dire, la quantité de masse musculaire sur tes épaules. Ça, je pense qu'on s'accorde tous là-dessus. Si tu veux avoir des épaules plus volumineuses. Ouais, c'est un mouvement de musculation comme un autre. Mais c'est un mouvement de muscu comme un autre. Mais la possibilité que ça se transfère sur ton coucher, sur ton squat ou sur ton terre, elle est proche de zéro. Ouais, c'est assez faible, c'est sûr. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que ok, c'est du off-season, donc on peut se mettre à faire des élévations latérales, des élévations frontales, des élévations postérieures, tout ce que tu veux. Si c'est parce que tu veux améliorer tes épaules parce que c'est un point faible, ok, il n'y a pas de souci. Mais ne pas justifier ça sur le fait que c'est du off-season qui va amener du progrès sur le SBD, c'est pas vrai. Et si tu veux faire du body, Non, bah, mais tu as aussi oublié le fameux arrière d'épaule qui nous permet d'avoir moins d'amplitude au développé couché. ouais, Et c'est là, ça. tu vois, tu prends pas en compte ce potentiel transfert, Roman, et je pense que t'es pas juste. Ouais, c'est ça. Je suis pas assez evidence-based. Je vais bosser mon dos pour le coucher. Ouais, tu devrais faire ça, ouais, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que le développé couché, c'est 80% du dos. Donc, si on travaille pas à 80% de dos, c'est qu'on est dans la mauvaise direction. Bon, ça, je pense qu'on va pouvoir couper aussi, du coup. Non, bah non. Non. Ça, on coupe pas, ça c'est sûr. Mais le off-season, c'est fait pour travailler le dos. Tu vois, non, mais tu vois, le off-season, c'est épaule, bras, dos. Si tu fais épaule, bras, dos, tu fais un off-season. Pitié, ne la coupe pas, Romain. Pitié, laisse cette partie. Oh putain. Ça peut être une story, ça. Ça peut être le. Vous voulez faire off-season? Faites du curl, faites des extensions triceps, des élévations latérales en 7-7-21. Et c'est bon, t'as un off-season. Et du curl Zotman aussi. Mais non, mais un dernier truc aussi qu'il faut dire, je pense, sur le off-season. Non, attends, juste un petit dernier truc, là, on y est, tu vois. Allez, on y est, allez, c'est parti. C'est que je pense que c'est un moment, en fait, où il faut aussi alléger un peu la charge mentale de la pratique en s'autorisant des choses qui sont moins optimisées. Mais à condition d'en être conscient. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, tu as moins de temps pour t'entraîner, c'est peut-être à ce moment-là où tu peux le plus essayer de trouver des façons de passer un peu moins de temps à la salle. Ou ça ne sera pas optimal. Mais je pense qu'à l'année, un athlète, il ne peut pas être mentalement toujours en mentalité de prépa. Et c'est pour ça que je suis assez mitigé quand je vois ouais, le off-season, c'est la guerre, faut se donner à fond et tout. En fait, je pense qu'il faut se donner à fond
au maximum, ça c'est une évidence. Mais concrètement, c'est pas faisable toute l'année. Je pense que ça, c'est un truc que tu peux pas être toute l'année en mode ok, on aborde chaque série comme si c'était un top 7 une semaine avant les France. Si tu as une vie à côté, si tu as une fatigue à côté, juste une vie qui n'est pas un athlète de haut niveau, bah attention à ça parce qu'à vouloir amorcer des off-season, si on fait un off-season qui sont ultra violents, ultra agressifs, bah, ça peut dégoûter et je pense que parfois il y a des off-season qui ne redeviendront plus jamais des on-season. Bon, bah, petit mot de la fin, du coup, Mot de qu'est-ce la que vous fin. pensez du hors-saison? Dans quelles circonstances ce serait applicable? Et si oui, est-ce que vous en feriez un? Romain, vas-y. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'encore une fois, le hors-saison est là pour essayer de combler des lacunes qu'on n'a pas réussi à avoir pendant la période en tout cas proche des prépas. Que si pour le coup on a un vrai problème pendant une phase de prépa, il faut pas avoir peur de lever un peu le pied et d'essayer d'arriver en bonne santé plutôt que de chercher absolument à parfait. L'analogie que tu avais donnée par rapport à une blessure, bah forcément, il faut faire en sorte d'arriver à une compétition saine, etc. On va pas attendre 3 mois pour guérir. Après, encore une fois, pour moi, c'est plus une période de récupération de manière générale, que ce soit mentale ou quoi, même si je suis pas persuadé qu'il y ait besoin de 2 voire 3 mois pour récupérer, en fait. Je pense que parfois, une semaine, voire un bloc, ça peut être suffisant. Yes. Et du coup, bah, moi, je vais reprendre la conclusion du premier épisode. C'est-à-dire que nous, dans notre paradigme, en fait, on n'a pas réellement besoin de hors-saison, puisqu'on essaye de tout prendre en compte dans notre programmation à l'année. Et ça veut dire qu'en termes d'hypertrophie, en termes de se ressourcer au niveau du mental entre chaque compétition, de prendre le temps de faire les choses bien, etc., bah, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une réelle période dédiée à tel ou tel facteur, puisqu'on prend tout en compte à l'année. Donc moi, je vais dire que je suis plutôt contre un hors-saison pour la façon qu'on a de programmer, en fait, tout simplement. Mais si oui, on est plus dans un paradigme différent, je sais pas, RTS, ils sont pas trop hors saison non plus, mais dans du plus classique où on voit des gens faire, je sais pas, cycle hypertrophie, cycle accumulation, cycle force, etc. Oui, bah, c'est sûr que puisqu'ils travaillent jamais tout en même temps, il y aura forcément besoin d'une période où ils vont plus se reposer, etc. Mais encore une fois, on est très loin d'être optimal de mon point de vue. Donc, si on voit les choses un petit peu différemment, je vais pas dire si on voit les choses comme nous, forcément, mais si on voit les choses d'une manière un petit peu plus globale et qu'on essaie de prendre du recul, etc., on n'aura pas forcément besoin d'avoir saison. Ouais. Et puis, je trouve que c'est assez aussi honnête de reconnaître que de toute manière, là, on a parlé de notre vision, forcément, parce qu'on est tous les trois, mais Évidemment. on est au courant que c'est pas la seule manière de progresser, il y a d'autres manières. C'est simplement que nous, c'est la méthode qu'on utilise, en tout cas pour leur saison, parce qu'on considère que c'est la meilleure et que voilà, quoi. Il y a toujours des compromis à faire, mais au vu des avantages et des inconvénients qu'on connaît de ce type de programmation, c'est De toute manière, notre éthique. il faut bien se dire aussi que si on utilise cette méthode de programmation, c'est bien parce qu'elle a été testée et approuvée. Et on a bien évidemment cherché à utiliser d'autres méthodes. On s'est renseigné de partout, on s'est formé de partout. Et si actuellement on est dans ce paradigme-là et qu'on utilise cette manière de programmer-là, ça veut bien dire que pour nous et à nos yeux et vis-à-vis de nos athlètes, etc., c'est ce qui marche le mieux, tout simplement. Ouais, et je tiens à dire aussi que enfin, je veux dire, le hors-saison de manière très décontextualisée, etc., c'est aussi quelque chose que nous, on a essayé. C'est aussi quelque chose qu'on a pu coacher à certains moments, etc. Et on en est revenu. Donc, c'est pas un gros mot de dire que le hors-saison est, en tout cas, complètement décontextualisé comme ça. C'est une mauvaise chose. C'est juste que, bon, de notre expérience, en tout cas, c'est pas quelque chose qui a nécessairement porté ses fruits comme on l'aurait attendu, en ayant tenté plusieurs méthodologies. Donc aujourd'hui, on estime que voilà, si on arrive à mettre en place ces différentes choses, c'est plus intéressant de les garder à l'année plutôt que de chercher à les segmenter comme ça sur différentes périodes, quoi. Ouais, moi, je finis juste en fait, si ça vous intéresse, Mike Tuchera, il a sorti un post qui s'appelle You don't have plenty of time, où il explique qu'on n'a pas un temps illimité dans sa carrière. Donc arrêtez de jouer à la roulette russe, faites ce qui vous fait progresser et arrêtez de justifier le manque de progrès sur des gains potentiels hypothétiques futurs grâce à un off-season qui préparerait 2050.
parce qu'en fait, vous allez peut-être pas tenir jusqu'à là. Let's go. Si vous avez kiffé le podcast, n'hésitez pas à nous le dire. Un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez aussi nous faire des retours par DM Instagram, que ce soit sur la page Stress Stratégie ou bien sur nos différents Instagram personnels. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour un sujet différent. N'hésitez pas à nous donner des idées aussi. Et puis voilà. Ouais, et à donner votre avis en commentaire parce que comment un sujet sur lequel on a été, je pense, assez clivant. Et donc, s'il y a des gens qui n'ont pas le même point de vue ou qui ont le même point de vue, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit en commentaire, en DM ou quoi, pour en discuter. On sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Yes. Merci beaucoup.